Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour ce rendez-vous, cette table ronde consacrée à un sujet qui touche les organisations assurantielles. On va poser avec nos invités, 3 invités qui sont présents aujourd'hui, différentes questions. Comment est-ce qu'on passe du papier au digital? Comment est-ce qu'on pilote ces flux documentaires? Comment est-ce que l'on accompagne les équipes dans cette transformation? Je vous présente nos 3 invités. Nous avons Laura Netto, qui est directrice des opérations chez Gento, groupe Apicil. Bonjour Laura, vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Première intervenante aujourd'hui pour ce rendez-vous, pour cette table ronde. À côté de vous, Catherine Voisin. Bonjour Catherine et merci d'être là. Catherine s'applaudit toute seule, c'est parfait. Vous êtes responsable de l'amélioration continue chez Aesio Mutuelle. Et merci de votre participation. Thierry Pat, bonjour. Merci. On peut applaudir Thierry Pat également. Directeur de la direction du document chez AG2R La Mondiale. Alors ensemble et avec vous 3, on a plein de questions évidemment à vous poser. On va aborder différents points, la transformation des flux sortants et entrants, la gestion des archives physiques, leur digitalisation. On va parler de la conduite du changement, on parlera évidemment du réglementaire. Et jusqu'où peut-on aller dans le zéro papier? Je vais commencer simplement par vous poser une question toute simple, vous laisser vous présenter et préciser le rôle que vous avez chacun à votre tour dans la transformation documentaire au sein de votre organisation. Laura, je commence avec vous. D'accord, bonjour à tous. Donc Laura Netto, je suis la directrice des opérations au sein de Gento. Nous sommes une filiale du groupe Apicil, on existe depuis le 1er janvier 2025, donc on est tout récent, sachant qu'avant on était le Apicil directement. Donc nous sommes nous sommes délégataires de gestion, en charge du traitement sur la santé prévoyance de toutes les demandes de nos clients assurés, Apicil et autres assureurs, puisque en tant que délégataire, nous opérons désormais, en plus de l'assureur Apicil, également sur d'autres assureurs, comme Aesio par exemple. La dématérialisation, vous l'avez enclenchée il y a déjà quand même quelques temps. Ça n'est pas d'aujourd'hui. Voilà, c'est pas aujourd'hui. Moi, je viens vous raconter une histoire qui s'est bien passée et qui est encore en cours aujourd'hui. Tout s'est bien passé sur toute la trajectoire? Quasiment, oui. Ça, c'est génial, c'est bien les belles histoires comme ça. Exactement. Catherine Voisin, je vous laisse vous présenter. Qu'est-ce que vous faites précisément chez Aesio? Donc, bonjour à tous, Catherine Voisin, je suis responsable amélioration continue, rattachée à la direction moyenne d'exploitation à Aesio. Donc mon rôle dans Zéro Papier, c'était déjà la dématérialisation. Nous, on a attaqué la dématérialisation en 2016. J'ai eu plusieurs vies, donc là, à ce moment-là, j'étais responsable des équipes moyens d'exploitation et courrier. Donc j'ai accompagné ces équipes dans les changements. Donc on a eu la fusion en 2021, donc rapprochement de 3 mutuelles pour devenir Aesio. Donc chacune, ces 3 mutuelles qui avaient un niveau d'avancement dans la dématérialisation. Donc du coup, le projet a continué, puisqu'il fallait tous qu'on travaille sur le même outil, continuer à avancer sur cette dématérialisation. Aujourd'hui, on est en 2026, donc du coup, on a déjà bien avancé sur ce côté dématérialisation et on a eu un autre projet qui s'est rapidement imposé à nous, qui était le projet empreinte territoriale, qui visait à réduire en fait nos surfaces administratives. Et on s'est vite rendu compte, on avait 60 sites administratifs, alors tout confondu, entre les sites où les collaborateurs travaillaient, les sites de stockage, les espaces de coworking, voilà, qu'on avait au travers de nos différentes fusions, nos historiques. On s'est vite rendu compte qu'on avait une masse conséquente d'archives en fait qui étaient sur tous nos sites. Donc on a mis l'accélérateur aussi sur ce sujet-là et on a décidé de travailler sur nos archives, notre gestion documentaire. Et donc je suis pilote sur ce projet depuis 2024. On va revenir sur le contexte dans quelques instants. Thierry Pat, AG2R La Mondiale. Expliquez-nous ce que vous faites précisément, présentez-vous à nos invités. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Thierry Pad, je suis responsable de la direction du document multicanal au sein d'AG2R La Mondiale. Le métier de la direction, c'est strictement ce que fait Everial, mais chez nous, c'est en interne évidemment. C'est le cycle de vie du document. On intervient sur la totalité du cycle de vie depuis la conception du document ou de contenu. On gère les flux entrants, donc mail, papier du groupe. On gère les flux sortants. Avec un projet de dématérialisation sur les flux sortants démarré depuis 2021, avec un niveau d'avancement variable selon les métiers du groupe. Et on gère aussi la partie archives, physique et numérique. Quel a été l'élément déclencheur pour faire du zéro papier une priorité aujourd'hui et cette transformation, cette transition incontournable, elle est due à quoi? Est-ce qu'elle est due à une pression réglementaire? Est-ce qu'elle est due à une demande de la part de vos clients? D'où ça part? Un peu tout. Déjà, c'est dans l'air du temps. Ensuite, en tant qu'assureur, on a toujours aimé beaucoup le papier.
J'ai connu une époque où, par exemple, on envoyait plus de 25 millions de courriers par an à nos clients, et ça représente un coût extrêmement significatif, sachant que ce qui fait le coût d'un pli, évidemment, c'est l'affranchissement, c'est pas l'éditique. Donc, il y avait d'une part une volonté de diminuer les coûts, d'autre part une volonté d'apporter un service plus pérenne, plus durable à nos clients, et puis simplement l'idée de se mettre à niveau. Donc, c'est toutes ces raisons qui font qu'on a démarré ce projet. Et on parlera tout à l'heure de l'avancement sur les différents métiers. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le zéro papier, pour l'instant, c'est certes une cible, mais ça reste encore une vue de l'esprit. Il y a l'intérêt économique aussi. Vous parliez de 25 millions de courriers envoyés par an. À combien vous valorisez le courrier qui est envoyé? On valorise le courrier envoyé à 1 euro. 25 millions d'euros alors. Oui, à peu près. Alors ça, c'était en pointe les chiffres 2025. De nos centres éditiques sont sortis 6,5 millions de courriers. Donc on a quand même divisé par 4 les plis envoyés à nos clients. Par contre, ce qui reste presque une surprise, c'est qu'on continue à mettre beaucoup de papier dans nos plis, voire même de plus en plus de papier. Parce que quand on envoyait, enfin, au moment où on envoyait 25 millions de courriers, on mettait 75 millions de pages dans ces courriers. On a divisé par 4 le nombre de plis envoyés, mais on a divisé par 2 le volume de papier édité. Pour des raisons diverses et variées que je pourrais expliquer si vous le souhaitez. Catherine Voisin, on en parlera peut-être tout à l'heure. Catherine Voisin, chez Aesio, d'où ça vient justement cette nécessité d'aller vers du zéro papier? Ça a été poussé par quoi? Par qui? Ce qu'on évoquait un petit peu, mais c'est vrai que c'est un peu, il y a un ensemble. Mais moi, d'abord, je dirais la pression réglementaire. Voilà, donc par rapport à la protection des données, la RGPD. Voilà, on avait vraiment une nécessité de contrôler en fait nos gestions documentaires, donc de l'arrivée du document pendant tout le cycle de vie jusqu'à sa destruction. Ça, c'était une première priorité. Après, il y a eu des changements de travail, changements d'habitude de vie qui ont été accélérés avec la pandémie aussi. Vraiment, il y avait une nécessité qu'on passe sur du numérique pour que, voilà, que chacun puisse travailler confortablement, pour que nos assurés aient accès à de la formation de qualité rapidement sur nos extranet. On avait fait évoluer nos outils. Donc voilà, donc il fallait vraiment, voilà, d'une part, traiter notre papier, maîtriser en fait notre cycle de vie du document. Et il fallait que ce papier soit transformé en numérique, voilà, pour l'accès à l'information. Laura, il y a eu un état des lieux qui a été fait avant de lancer, même si on l'a dit tout à l'heure, hein, ces travaux ont été lancés il y a déjà quelques années. Vous avez forcément fait des états des lieux qui vous ont amené à vous dire il faut aller peut-être encore plus loin, peut-être aller plus rapidement. Exactement. En fait, on parle de courrier client, hein, de papier sortant, mais c'est aussi l'utilisation du papier au sein des sites. C'est-à-dire qu'il y a eu un état des lieux qui a été fait. Nous, on avait pas mal, beaucoup de sites différents, puisqu'entre-temps, nous nous sommes regroupés dans une tour. On avait 167 imprimantes, 5,6 millions de pages imprimées. Ça, je parle juste en interne, en fait. Hein. Ça peut être fou, mais on parle du courrier sortant, mais c'est également ce qu'on utilise aussi sur les sites. Et malgré les sensibilisations qu'on pouvait faire auprès des collaborateurs, ça baissait trop peu. En fait, quand on a l'imprimante, on l'utilise. Vous voyez, j'ai une imprimante dans la main, mais elle est chez moi. Voilà. On a tous notre papier dans la main. Donc il y avait un intérêt économique et aussi un intérêt écologique. Donc toute la partie courrier sortant a été en effet externalisée. Hein, et puis on utilise le média mail et le média espace assuré pour pouvoir le faire. Et puis également sur les sites, on a enlevé les imprimantes. Aujourd'hui, on n'a plus qu'une. Donc on réfléchit beaucoup avant d'aller faire son impression. Et ça, il y a vraiment un sujet. Et puis aussi, nous, c'était la gestion de l'archivage. C'est-à-dire qu'on imprimait, il y a du réglementaire, tout ne doit pas rester à disposition de tout le monde, à la vue de tous. Donc c'est pour ça qu'on a eu aussi besoin d'externaliser toute cette partie-là avec Everial et qui nous garantit la durée de conservation. Mais ça, on parlera du réglementaire. Quand on regarde le chantier qui a été mis en place dans chacune de vos organisations, qu'est-ce qui était le plus difficile, le plus lourd à mettre en place concrètement? Est-ce que le projet, le chantier, en fait, il ressemble à quoi? Qu'est-ce qui a été difficile à faire?
Laura, je commence avec vous. Je continue. En fait, la difficulté, c'est d'embarquer tout le monde. En fait, voilà, c'est à un moment, on parle d'un chantier, c'est de lui donner corps, de le suivre, de l'accompagner et vraiment de lui donner du sens. Puisque ça peut être fou quand on parle de dématérialisation, c'est quelque chose de fou. Et puis, quel que soit le collaborateur, il faut vraiment que ce soit homogène dans la façon dont c'est approché. Donc, on s'est vraiment fait accompagner aussi par le groupe pour pouvoir faire ça. Donc, on a mis en place un kit de communication à l'ensemble des managers. Alors, quand je dis on, c'est même pas mes équipes de santé et prévoyance, hein. C'est vraiment le groupe Apicil avec Rachel qui s'en est occupée à ce moment-là. Nous aussi, on avait un enjeu de changement d'outils. On est passé sur un CRM donc, qui a fait qu'on a changé nos habitudes. On a déménagé également dans des nouveaux locaux. Donc finalement, ça a donné du sens. Ça a été aussi un moyen pour nous d'expliquer, voilà, on est là, on a 3-4 sites, on est sur X étages, on va changer d'endroit. Et ça a vraiment donné du sens. Et dire aussi qu'on allait externaliser totalement notre flux, à qui on allait l'externaliser, comment on allait le faire. Et ça donne de la visibilité. Et puis, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça. Ça donne du sens. Et ça a été assez aidant pour nous dans cette cohérence et cette homogénéité de la mise en place. Et on parlera de comment vous avez accompagné les équipes aussi, parce que c'est important de cet accompagnement. Catherine Voisin, quels ont été les volets les plus sensibles, les plus lourds dans ce chantier que vous avez mené chez Aesio ? Clairement, le volet le plus sensible, je rejoins, hein, c'est d'embarquer tout le monde dans le sujet, parce que la gestion documentaire, les archives, j'ai envie de dire, tous les métiers, toutes les directions, tous les services, toutes les personnes, tous les collaborateurs étaient concernés. Donc pour embarquer tout le monde, il a fallu quand même qu'on mette un plan de communication au travers des outils qu'on avait en interne d'Aesio pour savoir de quoi on parle. On a mis en place des comitologies avec des comités de projet qui étaient réguliers. On a identifier ce qu'on appelait des correspondants archives dans chaque métier, dans chaque direction, justement pour que la bonne parole soit prêchée, hein, j'ai envie de dire, auprès de la direction, pour que les process soient bien expliqués, pour qu'on établisse là où on était dans le projet archive. La méthode pour la communication embarquer tout le monde, on s'y est pris comme ça et ça a plutôt bien fonctionné. Après, c'est vrai qu'il y avait un gros morceau, c'était les inventaires, parce qu'il faut savoir que les inventaires, il faut les pousser très loin. Quand on veut mettre le nez dans nos archives, il faut savoir, à chaque archive, chaque boîte quasiment, il faut voir qu'on parle presque sur la deuxième phase de 60 000 boîtes d'archives qu'il a fallu inventorier. Donc, il faut que chaque boîte, finalement, soit identifiée par quelqu'un. Donc, quand vous avez un historique qui remonte à 45 ans avec tous les passifs qu'on peut avoir dans les mutuelles, c'est compliqué. On avait beaucoup de boîtes orphelines. Hein. Je les ai appelées orphelines, du coup. Mais voilà, on va très loin. Il faut savoir ce qu'il y a dedans. Il faut pouvoir les référencer. Il faut pouvoir donner des volumes, tout ça, pour qu'on ait... des classifications qui soient propres et que les documents puissent être identifiés et ressortis au besoin. Mais ça a été fait en plusieurs étapes. Hein. On a déjà commencé par faire ce qu'on appelait des purges urgentes, en fait, dans le cadre d'un premier projet pour élaguer. J'ai envie de dire, voilà. On a enlevé tous les volumes qui devaient passer en destruction. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Et moi, je suis arrivée après pour effectivement pouvoir recenser tout ce qu'il y avait d'une part sur nos sites administratifs, mais on avait aussi les agences, voilà. Et on avait nos prestataires historiques qui stockaient. Thierry Pat, chez vous, la dématérialisation des flux sortants s'est faite progressivement à partir de 2003, c'est ça ? Non, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Oui. La particularité de notre groupe, AG2R La Mondiale, c'est la multiplicité des métiers et des cibles de clientèle. Donc, on vend de la santé, de la prévoyance, de l'épargne, de la retraite supplémentaire. Et on s'adresse à des clients particuliers, des clients intermédiaires et des clients collectifs. On a démarré le projet en 2021. Le projet, c'est d'abord un projet informatique, évidemment, donc avec un temps propre à chaque projet informatique. On a commencé à dématérialiser effectivement les premiers flux en 2023. Et depuis, la marche avant est enclenchée et ça ne s'arrête pas. Donc, on est bien avancé sur les métiers avec des clients individuels. Tout reste à faire ou presque sur les clients intermédiaires, c'est-à-dire des clients qui sont amenés par des partenaires. Et on doit démarrer cette année sur les clients dits entreprises. Sur les clients individuels, très peu de refus, hein, c'est ça ? Très peu de refus. Alors, l'objet du projet informatique, c'est d'abord de gérer le consentement, en fait. Ouais. Donc, d'informer le client qu'on va lancer une démarche
visant à dématérialiser progressivement la mise à dispo de l'information, et on dit à tous les assurés qu'ils peuvent refuser. On a moins de 5% de refus. Et on part du principe que qui ne dit mot consent, donc qui ne refuse pas, accepte, évidemment. Et ensuite, on met progressivement les flux en conformité pour les rendre éligibles à la dématérialisation. La principale, parce que l'objet c'est de parler de difficultés, c'est ça ? C'est ça, dans un premier temps, oui. Bon, dans les réussites, très peu de refus, donc un taux de démat qui est important. Notre principale difficulté sur certains métiers, en particulier sur l'épargne et sur la retraite supplémentaire, c'est le nombre d'espaces clients réellement activés. À partir du moment où on dématérialise la mise à disposition de l'information, on n'envoie plus de courrier, on pousse l'information sur un espace client. Maintenant, est-ce que tous nos clients ont activé leur espace client ? Je ne vais pas répondre, mais vous allez deviner, je pense. Et ensuite, est-ce qu'ils vont consulter cette information ? La principale difficulté, elle est là, en fait. Il y a des métiers, typiquement la retraite supplémentaire collective, je pense que ça vous parle, les articles 83, par exemple. Je suis salarié d'une entreprise, et il y a des entreprises qui, pour certains collèges de salariés, les cadres, les dirigeants, souscrivent un contrat de retraite supplémentaire. J'ai 35 ans, je ne parle pas de moi, hein. J'ai 35 ans, est-ce que je me soucie de ce que mon employeur verse pour moi en prévision de ma retraite qui sera dans longtemps ? Non. Donc, est-ce que je suis motivé à aller activer un espace client pour suivre ce qui se passe ? Non, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Il y a un mouvement une fois par an. J'ai 35 ans, la retraite, c'est presque une utopie, surtout dans le contexte actuel. Donc, notre principale difficulté, elle est là. Inciter nos clients à ouvrir de façon systématique un espace client qui est un préalable à une vraie relation digitalisée. Thierry Pat, la documentation, la transformation documentaire touche à des sujets qui sont sensibles, la conformité, RGPD, la destruction des documents maîtrisés. On peut aussi parler de la durée légale de conservation. Comment est-ce que vous encadrez tout ce volet réglementaire dans cette transformation vers le zéro papier ? Donc là, c'est un autre sujet. On va parler plutôt du sujet des archives. En fait, il y a un sujet auquel on s'est attaqué en priorité, c'était il y a quelques années, on va dire. C'est les archives papier. Donc notre groupe est issu de rapprochements multiples et incessants. Et en 2017-2018, on avait plus de 150 km linéaires d'archives physiques au sein du groupe. Donc on s'est d'abord attaqué en priorité à ce sujet, avec une campagne... alors, d'abord on vérifie, et puis ensuite on a détruit massivement des documents, puisque maintenant on est un peu moins de 40 km d'archives physiques dans le groupe. Divisé par 4, pas mal. Voilà, donc sur ce sujet, moi j'ai plutôt tendance à considérer qu'on n'est jamais complètement à jour, mais on est bien avancé. Et on a démarré l'année dernière le sujet de la conservation des documents numériques. Donc c'est tout ce qui est dans nos GED en fait. Et là, c'est démarré. Ça avance sur le métier de la santé, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on est... sachant qu'en plus, je reviens là-dessus, la particularité de notre groupe, c'est la diversité des métiers. Et chaque métier a ses propres règles de conservation. Elles sont complètement différentes en retraite supplémentaire, où certains documents doivent être conservés 30 ans après la résiliation du contrat. Donc on part sur des durées extrêmement longues. Évidemment, quand on parle d'un prospect pour un contrat de santé individuel, les règles de conservation n'ont rien à voir. Donc, on connaît maintenant la durée de conservation de l'ensemble des documents pour tous les métiers. Le sujet en cours, c'est l'implémentation de ces règles dans la GED du groupe. Catherine Voisin, comment est-ce que vous encadrez le volet réglementaire chez Aesio Mutuel ? Avec qui est-ce que vous avez travaillé de manière conjointe pour... Alors nous, on s'est fait accompagner en interne par le service de la protection des données, service juridique.
C'est vrai que la première démarche, c'était de mettre en place un plan de classement avec les durées de conservation. Donc, je rejoins Thierry, hein, il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs services dans nos entreprises. Et du coup, ça différait complètement d'un document à un autre, par métier, par service. On a un plan de classement, je crois, qui fait 3 pages à peu près. Voilà, on allait loin en fait ces durées de conservation, mais ça nous permettait de structurer et de pouvoir mettre une date de fin de vie pour un document donné. Donc ça, c'était important. Il a fallu, d'une manière ou d'une autre, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, faire des arbitrages sur des volumes qui à un moment donné n'étaient pas identifiables, et en l'absolu, le risque était plus maîtrisé si on ordonnait une destruction que de conserver des documents qu'on ne devait pas conserver. Donc on a eu, alors j'ai beaucoup moins de kilomètres, hein, par rapport à vous, mais de l'ordre de 4-5 km en destruction d'archives. C'est vrai qu'on aime bien parler en kilomètres, tout de suite on se rend mieux compte, voilà, je mets bout à bout. Et puis pour maîtriser aussi et pour s'assurer surtout que le travail effectué finalement tombe pas aux oubliettes. On a rédigé, hein, ça a pris un certain temps, une politique en fait sur la gestion documentaire en interne. Cette politique, il faut la faire vivre. Voilà, faut l'animer auprès des métiers, auprès des directions, pour que chacun, de temps en temps, se retourne, regarde ce qu'il a encore vers lui en termes de documents papier, que ce soit détruit. Et ça, voilà, ça va être, il va y avoir des échéances dans l'année où voilà, on va relancer le sujet auprès des équipes. On s'assure, qu'il y ait toujours une communication permanente sur ce sujet qui est devenu un sujet important, réglementaire. Sur ce volet réglementaire, Laura Netto, pour Gento, vous avez été accompagnée par votre service juridique. Exactement, voilà, service juridique, service conformité. On a la chance d'être un grand groupe, donc on a tout ce qu'il faut, toutes les personnes qui sont présentes, et ça nous aide puisque aujourd'hui, en fait, on a les enjeux de conservation des documents, hein, puisque maintenant, comme nous, on n'a plus du tout d'archives au sein de notre bâtiment, en tous les cas notre bâtiment principal. C'est simple pour nous de savoir que tout est au même endroit, donc on n'a pas à aller faire le tour. Et puis on a cette partie RGPD, hein, qui est très 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 présente. Et puis les éléments informatiques, l'identification des clients, combien de temps, faire ces purges. Et là, c'est vraiment un sujet très très complexe pour nous parce qu'il faut penser à tout. Les assurés sont de plus en plus au fait de tout. Et un jour, il y en a un qui arrive et qui nous dit « je veux qu'on supprime ma donnée ». Et on ne s'attend pas du tout à ce que ça arrive, et ça devient quand même assez fréquent. Même s'ils ne sont pas nombreux, ils nous prennent beaucoup de temps. C'est une réalité, et puis on marche sur des œufs. Donc le fait d'être bien accompagné pour nous est rassurant, même si on peut trouver ça parfois contraignant, surtout dans des services opérationnels et de relations clients. Mais pour autant, on ne peut pas exercer notre métier si on n'est pas en conformité. Donc c'est devenu un prérequis. Faut faire avec, tout en gardant finalement une relation client et un accompagnement et une sécurité optimum. Je voudrais que l'on revienne quelques instants sur les gains réels du zéro papier. On l'a déjà un petit peu évoqué. Thierry Pat, sur les flux entrants, sur les flux sortants, concrètement, quels sont les impacts que vous avez pu mesurer? On a parlé de quelques kilomètres en moins de vos archives. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres que vous pouvez nous communiquer, que vous constatez aujourd'hui à date, après tout le travail que vous avez effectué? Je vais parler sujet par sujet. Sur les flux entrants, un pli non envoyé, c'est 1 euro d'économisé. Donc ça, c'est relativement simple. Donc quand on passe de 25 millions de courriers par an à 6,5 millions de courriers par an, je vous laisse faire le calcul. Sur la partie archives, pour moi, la réponse est plus nuancée, parce que certes, en passant de 160 km d'archives physiques à 40, évidemment qu'on a fait des économies sur les coûts de conservation. Maintenant, tout ce qu'on met en GED, ça a un coût aussi. Considérer que le papier a un coût et le numérique n'en a pas, c'est un raccourci que je ne ferai pas. Le papier, c'est beaucoup plus facile. Enfin, on peut donner le coût de conservation d'1 kilomètre linéaire, c'est facile. Après, je peux vous le donner là maintenant. Maintenant, si je vous donnais le coût de conservation de 10 gigas de documents sur notre GED, je saurais le trouver, mais il va falloir que je cherche un peu. C'est plus compliqué. Voilà. Mais donc c'est pour ça, plus nuancé sur le sujet des archives. Ensuite, on a aussi travaillé sur la partie des flux entrants. Bon, il y a eu un avant Covid, après Covid. Avant le Covid, on recevait 5 millions de courriers par an. 5 millions de courriers physiques par an. Après le Covid, progressivement, le papier diminue, et puis il y a de plus en plus de mails ou de documents poussés sur des espaces clients.
Donc là, par exemple, en 2025, on est un peu moins de 2 millions de courriers par an. Donc, moins d'équipes pour traiter les volumes et une façon d'appréhender le sujet différente, qui, à mon avis, revient un petit peu moins cher parce qu'il y a moins de moyens mis en œuvre. Est-ce que ça veut dire, quand je vous entends là, que la période Covid a accéléré la transition vers le zéro papier, clairement? Ah, clairement. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est... Il y a vraiment eu un avant et un après. Maintenant, c'est tellement compliqué de se projeter. Prends l'exemple de l'intelligence artificielle. Il y a 5 ans, ça existait à peine. Il y a 2 ans, 1 an, on commençait à regarder comment ça pouvait nous aider dans la création de contenu. Et maintenant, ça y est, c'est devenu une réalité. Et donc, pour la création de certains contenus, digitaux ou physiques, le temps de conception, de production a été divisé par 10. Dans votre rôle, vous l'utilisez de quelle manière, l'IA, aujourd'hui? Ça nous aide pour travailler sur la création de documents, la création d'animations, la création de supports et de contenu d'une manière générale. Et c'était impensable il y a 5 ans. Il y a 1 an, on se disait, bon, ça aura probablement un impact, mais on a le temps. Et puis ça y est, c'est parti. Donc, où on en sera dans 5 ans, ça va tellement vite que c'est très, très compliqué de se projeter. Ouais. C'est pour ça, le zéro papier... Alors moi, j'ai tendance à penser que le zéro papier, d'une manière générale, reste un mythe, parce que de toute façon, là, je repars sur la partie flux sortant. On est obligé de donner la possibilité à nos assurés de refuser. Et certains exercent leur refus. Et je pense qu'il y aura toujours des gens qui souhaiteront continuer à recevoir du papier. Et on n'a pas les moyens de les contraindre. Enfin, je veux dire, on n'est pas le fisc. Un jour, les impôts ont décidé progressivement d'aller vers la démat. Et puis, je ne sais plus quand, mais ils nous ont dit, bon, à partir de maintenant, c'est 100% démat. Ouais. C'est la même chose pour les cartes grises, par exemple. Bon, on n'est pas le fisc, on n'est pas le gouvernement, on n'a pas le moyen de contraindre. Donc, il y aura toujours, à mon avis, du papier. Bon, là, vous avez un peu spolié la réponse à ma dernière question, mais on en reparlera dans quelques instants. Catherine Voisin, si je reviens sur les gains réels, sur les flux sortants, les flux entrants, sur les flux entrants, par exemple, je crois que vous parlez de moins de 70% de volume, c'est ça? Oui, mais en fait, on était à 2 millions de flux entrants 2021. Je crois qu'on est passé à peine 200 000. Voilà, après la mise en place de la dématérialisation. Alors après, le flux papier, aujourd'hui, l'entrant, il est orienté chez notre prestataire qui fait la GED. D'accord ? Donc on a quand même des petits postaux qui arrivent là-bas, en moindre mesure, parce qu'aujourd'hui, la proportion qui arrive chez notre prestataire, on est plutôt de l'ordre de 80% de flux dématérialisés et 20% en flux papier. Voilà. Donc ça augmente. Les habitudes des gens ont changé. De toute façon, c'est très clair. Hein, très nettement, aujourd'hui... S'ils peuvent envoyer du numérique, ils envoient du numérique. Donc ça, c'est sur l'entrant. Sur le sortant, aujourd'hui, je n'ai pas la vision. Par contre, voilà, sur l'ensemble fait avec les archives aussi. Hein, les archives aujourd'hui, d'avoir fait ce tri, d'avoir travaillé avec un prestataire pour la conservation, d'avoir libéré des surfaces sur nos sites administratifs et voilà, des mètres carrés qu'on a pu occuper un petit peu différemment. On est passé quand même, je vous parlais de 60 sites administratifs, avec les sites de stockage, avec les coworking, enfin tout ce qu'on pouvait avoir. Aujourd'hui, on a 12 sites. Bon, voilà. Je pense que l'économie, elle est là aussi. Hein. Ça veut dire que ces surfaces-là, on les a remis en vente ou on les a redistribuées entre guillemets. Et puis ce qui n'est pas mesurable, mais ce qui est super, c'est la facilité, le gain de qualité de travail qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on a tout sur un même outil, tout est numérisé. On a voilà, le document en direct, que ce soit pour n'importe quel service, on a l'information sur des outils uniques. Et ça se mesure sur la production, je pense. Et le sourire, peut-être que les gens ont le matin quand ils viennent travailler. Voilà, mais ça a apporté énormément de facilité dans notre manière de travailler au quotidien. Un travail plus fluide, donc. Ouais.
ça. Laura Netto, chez Gento, est-ce que vous aussi, vous remarquez que parmi les bénéfices, il y a un travail plus fluide, plus propre, et puis les gains, quels sont les gains concrètement chez vous? D'accord. Alors au niveau du travail, on a un poste de travail qui est libéré, puisqu'il n'y a rien sur le bureau à part son PC, son écran. Il n'y a plus tous ces montagnes de papier qu'il faut qu'on emmène à droite et à gauche. En plus, nous, on s'est mis en flex office. Donc les bureaux, plus personne n'a de bureau particulier individuel. Et c'est vrai que intellectuellement, quand on arrive et que son poste est propre et qu'il n'y a pas un mouchoir qui reste ou quelque chose, ça change beaucoup. Donc nous, déjà, le poste de travail s'en est vu vraiment libéré, c'est propre et c'est beaucoup plus agréable en termes de conditions. Sur les flux entrants, nous, on a pris le parti, en fait, de privilégier les espaces, parce que nous n'avons plus de boîte mail, c'est-à-dire que les clients ne nous envoient plus de mail avec les documents. Et le moyen de communication qu'ont aujourd'hui les assurés avec nous, sur la partie santé-prévoyance, je précise, c'est leurs espaces. Soit ils utilisent l'espace et ils vont mettre le document à disposition dans l'espace, ou soit ils envoient un courrier. Donc naturellement, ils sont incités à utiliser leurs espaces, parce qu'une fois qu'ils ont passé le cap de j'ouvre mon espace, je mets mon code, je mets mon mot de passe, ça devient hyper naturel. Donc nous, on n'est plus dépendant des flux postaux, déjà, parce que c'est une réalité. Le facteur, il passe plus forcément tous les jours. On dépend de personnes. Et ce qui arrive également par courrier, pour nous, il n'y a pas de distinction, parce qu'en effet, on le fait traiter directement par Everial. Donc dès qu'on cherche un document, on ne se pose pas la question, est-ce qu'il m'a envoyé un mail, est-ce qu'il m'a envoyé un courrier? On va en effet sur notre outil, on va chercher, on voit le média par lequel c'est arrivé, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Au niveau des flux sortants, c'est pareil. On utilise également beaucoup nos espaces. On met les documents à disposition sur les espaces des assurés. Donc ça garde une continuité et aussi pour les clients une cohérence. Voilà, parce qu'à un moment, on parle souvent d'omnicanalité, de logique de communication. Nous, ça nous permet aussi de garder une cohérence et puis une rapidité de mise à disposition du document. On peut, nous, en effet, envoyer des mails aux clients. Ça, c'est possible. Voilà. Eux, ils ne peuvent pas nous envoyer de mails, mais à l'inverse, en flux sortant, on peut le faire. On garde du papier. Nous, par exemple, les cartes de tiers payants pour nos assurés de plus de 76 ans, aujourd'hui, ils les reçoivent par courrier. Automatiquement, mais on est en train de remonter cet âge puisqu'on se rend compte que finalement, à 75 ans, c'est tout à fait aller chercher sa carte de tiers payant et on limite aussi cette partie-là. Il y a l'empreinte financière, en effet, d'envoyer du courrier, mais on est aussi très, très engagés maintenant tous sur l'empreinte écologique, même si je suis venue avec mon papier, mais ça devient une vraie réalité pour nous, en fait. Et puis, ça change les habitudes de travail. Alors, certains gardent leur cahier pour écrire leurs notes quand on va à des réunions, mais on essaye petit à petit à utiliser de moins en moins de cahiers et de stylos pour faire tout ça. Alors ça m'intéresse justement ce que vous dites, puisque on en vient aux équipes. La transformation documentaire, c'est pas qu'un sujet technique, c'est aussi des équipes qui changent leur manière de travailler. Comment est-ce que vous les avez accompagnées? Est-ce qu'il y a des outils qui ont été mis spécifiquement en place pour que les équipes puissent vous suivre dans cette trajectoire zéro papier? Alors on a les outils informatiques, le fameux OneNote qui est utilisé par tout un tas de personnes. Il y a aussi l'exemplarité, c'est-à-dire qu'on s'est tous forcés à le faire. C'est pas je vous demande de pas utiliser le papier ou les crayons et puis... Il y a eu des réticences ou pas, non? Il y en a eu, bien sûr. Oui, ça prend du temps. Et puis finalement, des fois, on se rend compte qu'on écrit beaucoup pour rien. Alors des fois, c'est pour retenir et on trouve d'autres moyens pour le faire. Et puis, ça nous permet peut-être de gagner du temps aussi, parce que quand on écrit directement son compte-rendu dans son mail plutôt que de faire papier et ensuite écrire son compte-rendu, on gagne aussi du temps. Et les collaborateurs, ça permet de centraliser l'information puisqu'on leur a mis aussi à disposition des bases de connaissances, tout ce dont ils ont besoin pour éviter d'avoir à rechercher le papier ou l'endroit. Donc l'accompagnement s'est fait, ça a pris du temps. Il y a eu des réticences, on est passé devant nos instances, ce qui est tout à fait normal. Mais nous, on a eu aussi cette chance, c'est qu'on a changé d'endroit. C'est-à-dire qu'on était dans un nouveau lieu, nouveaux espaces de travail. C'était pas hier, j'avais ma feuille et mon papier, je reviens toujours au même endroit et je l'ai plus. Il y a eu aussi ce déménagement. Ça a facilité la transition. Exactement. Ouais. Catherine Voisin, comment vous avez accompagné les équipes? Elles ont bien vécu cette transformation que vous avez initiée chez Ezio? Oui, moi pour les archives, il n'y a pas eu de souci. Ouais. ça s'est bien vécu. C'est vrai que sur les flux entrants et le fait de travailler sur du numérique, c'est encore différent parce qu'il y a
il y a beaucoup d'habitudes de travail à changer et l'accompagnement est fort. Là, pour le coup, bien entendu, il fallait faire un accompagnement aussi pour les personnes, puisqu'il y a comme une organisation derrière à mettre en place pour qu'en toute logique, on ait accès aux documents qui est archivé. Donc l'accompagnement, il s'est fait au travers, et c'est ce que j'ai expliqué en amont, des correspondants archives par métier, qui ont été désignés par métier et par service, qui nous ont permis à chaque fois de démultiplier l'information claire de l'avancement du projet et des modératoires qui se mettaient en place petit à petit. Il y a eu une organisation qui s'est définie aussi pour tout ce qui était demande de sortie d'archives. Hein. Si on souhaitait consulter un document, comment on fait, par qui on passe, quel outil on consulte. Donc des personnes en interne qui ont été aussi également désignées. Et des formations qui ont été faites par notre prestataire pour qu'on puisse accéder à l'interface et qu'on puisse faire nos demandes de sortie d'archives en temps et en heure derrière. Donc beaucoup de communication et de la formation, mais ça a été bien accueilli et le cap est passé facilement. Thierry Pat, comment est-ce que les équipes ont été accompagnées de votre côté? Il y a eu quelques requalifications, c'est ça, au sein des collaborateurs? Oui. Il y a eu un gros travail d'accompagnement, un gros travail de formation sur la partie flux sortant. Donc, je ne vais pas redire les volumes, mais on a réduit vraiment drastiquement la voilure. Et donc, en parallèle, on a réduit les moyens de production. Et donc, qui dit moyens dit machines et hommes. Bon, notre chance, c'est qu'on a une pyramide des âges qui est plutôt favorable, avec pas mal de départs au cours de ces dernières années. Et puis, on change aussi de modèle. Jusqu'à fin 2025, 100%, enfin, on était doté de moyens suffisants en interne pour produire 100% de notre éditique. Là, on est allé un cran plus loin dans la rationalisation des moyens mis en œuvre. Et en 2026, on démarre en actant dès le départ le principe d'un recours à l'externe presque obligatoire, parce qu'on n'a plus les moyens en interne d'assurer seul la production de tout ce qu'on doit envoyer. Ça, c'est pour la partie flux sortant. Donc, évidemment, c'est beaucoup de communication, d'accompagnement, d'explication, et aussi le développement de la polyvalence. C'est-à-dire que là où avant, un opérateur, il intervenait exclusivement sur une imprimante éditique, dorénavant, il fait de la repro, il fait d'autres choses, il va au service courrier s'il le faut. Donc, c'est beaucoup d'accompagnement, de formation, aussi bien de formation sur le métier proprement dit que sur les soft skills aussi. C'est les accompagner pour mieux appréhender le changement, c'est-à-dire se mettre bien dans la tête que le changement c'est normal, c'est permanent et je peux le faire, je peux le vivre et ne pas le subir. Et du côté des assurés, il y a aussi du changement. Est-ce qu'il y a des cas d'usage qui ont évolué? Comment est-ce que les assurés ont accueilli justement cet nouveau mode de relation avec son assurance? Là aussi, il y a beaucoup de pédagogie à faire, beaucoup d'accompagnement. Donc c'est service marketing, entre autres, beaucoup d'informations qui sont diffusées pour accompagner nos assurés dans cette nouvelle façon d'aller prendre connaissance de l'information. Ça reste compliqué selon les métiers, c'est toujours pareil. Sur la santé et la prévoyance, quand on a un contrat de santé, il se passe quand même pas mal de choses au fil de l'eau. Donc, naturellement, l'assuré est incité à activer son espace client pour voir ce qui se passe. Quand on est en épargne et surtout en retraite supplémentaire, l'approche est complètement différente. Donc là, on doit communiquer, beaucoup communiquer. Bon, notre chance, c'est que on va dire que la retraite supplémentaire est un métier d'avenir. On connaît tous la situation le débat autour de la retraite dans ce pays. Je pense que la retraite supplémentaire, individuelle et collective, normalement, on est sur un marché qui est porteur et un sujet qui doit intéresser tout le monde. Mais il y a quand même quelques assurés qui préfèrent encore le papier aujourd'hui, peut-être. Oui, il y a des assurés qui préfèrent le papier. Laura, vous parliez de 76 ans, c'est ça je crois que nous, c'est 70 ans. Alors après, on ne peut pas simplifier en disant, au-delà de 70 ans, on aime le papier, en dessous, on n'aime pas le papier. Oui. Mais bon, il y a quand même toute une génération qui n'est pas encore acculturée. Bien sûr. Ils aiment le papier, c'est clair. Et ils aimeront toujours le papier.
Catherine Voisin, chez Aesio Mutuel. Il y en a certains qui aiment le papier encore aujourd'hui. Oui, mais ouais. toujours les mêmes populations, hein, je pense, voilà, qui ont du mal à se détacher du papier, voilà, physiquement. Moi, maman est bien passée hein, sur. Ça dépend. Côté usage client, du coup, qu'est-ce qui change chez vous? Côté usage client, je pense que sur les archives, c'est assez transparent pour eux. Hein. Aujourd'hui, c'est surtout voilà, vraiment une vraie valeur ajoutée en interne de pouvoir accès aux documents au moment qu'on le souhaite, de manière numérique, mais également pour eux, s'ils veulent faire valoir leurs droits, dans le cas de la RGPD, on peut retrouver plus facilement voilà, tout du BIA, pardon, j'arrive pas à parler, et toute la vie du document jusqu'à la résiliation, on peut retrouver beaucoup plus facilement les documents sur un dossier adhérent. Donc, encore une fois, c'est une facilité. Hein. Laura? Alors pour nous, en fait, ça nous oblige aussi à avoir des espaces assurés et clients, en tous les cas, au top, de toujours les développer, les rendre les plus accessibles possibles. Donc c'est un vrai sujet pour nous. Voilà, autant comme on veut maintenant quasiment tout faire passer par ces espaces-là, puisque comme je vous disais, nous, on n'a plus d'adresse mail. En tous les cas, les clients ne peuvent plus nous envoyer de mail. Ça nous oblige aussi à faire des parcours clients sur la partie digitale les plus fluides possible. On a notre appli sur notre téléphone, on a nos espaces, c'est les rendre responsives pour inciter les assurés à faire ça. Et nous, dès le démarrage de la relation, on explique comment ça se passe. Voilà. On a beaucoup d'entreprises au sein de Gento et du groupe Apicil en tant qu'assureur. Et dès le départ, les entreprises, on leur explique que beaucoup de choses se passent via les espaces assurés, mais ça amène aussi de la sécurisation. C'est-à-dire qu'envoyer un mail, on peut se faire aussi pirater sa boîte mail. Hein. Maintenant, malheureusement, c'est une réalité. Un courrier, il peut se perdre, etc. Les espaces, par principe, sont sécurisés et ça nous permet aussi d'avoir ce gage de sécurisation. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est la rapidité. Hein. Je le mets sur mon espace, il est là. Voilà. Il n'y a pas de durée de qu'est-ce qui se passe à la poste ou ailleurs, puisque... on n'a plus ces sujets-là. On a tout le monde qui a accès à tous les documents, une vision 360. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'hyper important, hein, parce que le client, souvent, il est client sur plusieurs activités. Et ça nous permet de savoir qu'il lui arrive aussi quelque chose sur une activité qu'on ne va pas forcément gérer. Donc voilà, pour le client, il y a des habitudes. Ça nous amène des difficultés, parce que si on a un problème avec nos espaces, voilà, nous, ça devient très, très compliqué. Mais ça nous oblige vraiment à dynamiser cet outil de relation client qui est un des outils puisque le téléphone est toujours très très disponible et accessible. Allez-y Thierry Pat. Un petit complément. Il se passe pas. Je rebondis sur ce que vous disiez par rapport à la sécurité. Je pense qu'il y a quand même une vraie anxiété liée au numérique. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on apprend que telle ou telle société s'est fait pirater. Et donc, je parlais de l'intelligence artificielle tout à l'heure. J'aurais pu parler aussi de la cybersécurité. Il y a 10 ans, la cybersécurité au sein de notre groupe, ça existait, mais c'était embryonnaire. Maintenant, ils sont, 40, 50, plus une armée de prestataires. C'est un budget en dizaines de millions d'euros. Et je ne suis pas sûr que dans l'esprit des assurés, connecter un compte, un espace client, ça soit la garantie d'être tranquille, surtout quand on a sur son espace client des informations qui concernent son épargne, surtout son épargne. Il peut y avoir des montants très significatifs. Je pense que, je dis pas qu'il va y avoir un retour au papier, hein, certainement pas. Mais il y a quand même une vraie anxiété liée au numérique et à l'ambiance actuelle liée aux cyberattaques. Donc c'est un élément aussi à avoir en tête. D'où la nécessité, vous parliez de partenaires externes tout à l'heure, de choisir des partenaires de confiance pour pouvoir construire cette trajectoire zéro papier. On est d'accord? On est bien d'accord.
J'ai 2 questions encore à vous poser, puis après, j'espère que vous en aurez à nos trois invités. Est-ce qu'on peut réellement viser le zéro papier dans l'assurance en 2025? Est-ce qu'il y a des pratiques, des limites pratiques? On est en 2026. 2026, pardon, oui, 2026. On peut même aller jusqu'à 2030, si vous voulez. Allez, si on prend la trajectoire 2030. Est-ce qu'il y a des limites culturelles, des limites pratiques? Et jusqu'où on peut aller tout en sécurisant et en ne perdant pas en qualité aujourd'hui? Thierry Pat, allez-y. 2030, moi je dirais non. Maintenant, si je dis une connerie, bon. Au-delà, j'en sais rien. Mais 2030, moi, j'y crois pas un seul instant. En tout cas, chez nous. Parce que, je vous ai dit, l'avancement, il est divers selon les métiers. Et il peut y avoir de grands niveaux de complexité. Et je pense qu'il y aura toujours des assurés qui diront non. Et on sera tenu à leur mettre l'information à disposition au format papier. On n'aura pas le choix. Donc je dirais non. Après, en interne, dans nos process internes, c'est une cible. Mais bon, ça fait bientôt 34 ans que je suis chez AG2R La Mondiale. Ça fait 34 ans que j'entends parler de zéro papier. Normalement, je pars à la fin de l'année. Il y aura encore du papier dans le groupe. Mais il y a quand même du travail qui a été fait en 34 ans. Oui, il y a du travail. Mais bon, ça reste quand même... Il y a beaucoup moins de papier, ça c'est sûr. Catherine Voisin. Ouais, je pense un peu pareil. Mais on s'en rapprochera au maximum. Ouais. Voilà, c'est l'idée. Mais tout n'est pas numérisable déjà. D'une part, je pense qu'il y a encore des activités pour lesquelles il y a besoin d'avoir le document papier original, pour des raisons que je ne connais pas aujourd'hui, mais pratico-pratiques, métier. Il y a des personnes, effectivement, qui, voilà, pour l'instant, n'acceptent pas de passer sur du numérique et ont besoin. Ça les réconforte, ça les rassure, peut-être aussi, c'est ce qu'on disait, le papier, voilà, d'avoir le document. Donc, pour le moment, je dirais non aussi. Zéro aussi, c'est peut-être un petit peu un objectif haut. Si on se rapproche du 5%, ce sera pas mal. Laura Netto, vous vous dites, c'est le client qui va choisir, hein, c'est ça? C'est le client qui décide quoi qu'il arrive? Exactement. De toute façon, c'est toujours lui qui décidera. On pourra faire tout ce qu'on veut. Je pars souvent du principe que pour une même demande, en fonction de son humeur, du jour de la semaine, d'où il est, il va peut-être pas forcément utiliser le même média. Donc, on doit lui donner envie. C'est l'objectif parce que tout le monde a à y gagner. Lui, nous, les arbres, la planète. Après, on parlera pas en effet des data centers où sont stockées nos données. Mais bon, c'est une réalité. Mais c'est toujours le client qui choisira. Et à nous de nous caler à son besoin. Parce qu'on n'éduque pas un client. On lui donne envie, on l'accompagne, mais on n'éduque pas un client. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Et dernière question, chez Gento, quels sont les chantiers prioritaires là, dans les mois qui viennent? Quelles sont les briques à consolider aujourd'hui pour vous, chez vous? Alors, nous, nos chantiers prioritaires aujourd'hui, c'est l'IA. Voilà, c'est l'IA, c'est le traitement des demandes via ce fameux outil. Et avec l'IA, c'est la fraude. Puisqu'on se rend compte qu'avec l'IA, on peut tout faire. On numérise tout, on peut envoyer plein de choses. Et puis, en fait, maintenant, on a un sujet de fraude qui devient de plus en plus présent. Et là, aujourd'hui, nous, c'est vraiment ce sujet-là, puisque, alors pour la petite anecdote, alors c'est rigolo ou pas, mais là, la dernière fois, on a reçu un document fraudé avec du blanc correcteur, mais l'IA ne le voit pas. En fait. Donc il faut apprendre maintenant à l'IA à utiliser des outils d'avant, le blanc correcteur, pour pouvoir lutter contre la fraude. Donc c'est assez perturbant, mais c'est ça nos 2 enjeux. Thierry Pat, vos enjeux, vos chantiers prioritaires là, pour les mois qui viennent chez AG2R La Mondiale? Ça dépend du sujet. Sur la partie archives, la priorité, c'est la gestion des archives numériques. Il y a Patrick qui est responsable des archives au sein d'AG2R La Mondiale qui est là devant moi. Donc, pour moi, c'est clairement une priorité. Sur la partie des maths, des flux sortants, c'est simplement continuer. Donc, continuer sur la totalité des métiers, sur la totalité des cibles de clientèle. Et sur la partie flux entrants, à la fin de cette année, 100% des flux entrants, qu'ils soient gestion ou pas, seront numérisés et en GED et accessibles via un lien pour les métiers et pour les fonctions support. Donc ça sera terminé à la fin de cette année. Catherine Voisin, on termine avec vous. Donc les chantiers prioritaires pour cette année. On va continuer sur les archives, parce que le travail n'est pas terminé. Il a été enclenché début 2024.
On a fait 1 an de travail pour libérer les sites administratifs. Là, on est sur les agences. On a 250 agences. On a traité 80%. Bon, voilà, donc 2026, ça va se poursuivre voilà, pour arriver au bout avec le traitement de nos prestataires aussi historiques. On va poursuivre la démat parce qu'aujourd'hui, bon, on a très bien avancé sur la dématérialisation, mais il va rester voilà, quelques services, quelques métiers voilà, sur lesquels on va étudier la possibilité de passer aussi sous un format dématérialisé. Voilà, et on a un travail aussi avec une nouvelle réglementation pour nos factures fournisseurs aujourd'hui qui vont nous arriver aussi en dématérialisé. Donc voilà, il faut qu'on mette nos outils en capacité à recevoir ce nouveau flux. Donc voilà, les prochaines priorités. Merci pour cet échange nourri, passionnant sur la trajectoire zéro papier dans le secteur de l'assurance. On peut vous applaudir, s'il vous plaît, merci. On peut prendre maintenant une quinzaine de minutes si vous avez des questions à poser à nos 3 intervenants, si vous voulez poursuivre la discussion de manière un peu plus informelle. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Allez, questions dans la salle, bonjour. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, Benjamin Attali, société JC, start-up sur la partie expertise et analyse des risques. J'étais expert pour les assureurs. J'avais une question justement avec tous les rapports d'investigation après sinistre. Toutes ces choses-là, vous me parliez de fraude, de détection de fraude. En fait, vous avez déjà plein d'éléments, plein d'informations sur qu'est-ce qui peut se passer avec tel type d'éléments, qu'est-ce qui peut se passer avec tel type de situation et comment voir en fait les patterns. Parce que les fraudeurs, en fait, ils essayent d'être imaginatifs, mais c'est souvent les mêmes schémas. Est-ce que vous arrivez à valoriser justement tous ces rapports, toutes ces analyses que vous avez en interne pour justement traiter ce genre de problématiques, à savoir détection de fraude et mieux analyser les risques que vous avez? Merci. Alors, qui veut prendre la main ? Allez, je vais commencer. Donc, nous, aujourd'hui, chez Apicil, sur la partie tiers payant, puisqu'on travaille avec Actil, on a un outil qui s'appelle Shift. Voilà, donc c'est un outil d'IA qui vient voir toute cette fraude. Alors, c'est pas la fraude documentaire, c'est plus les scénarios qui sont organisés. On a un projet de traitement par l'IA de nos prestations santé, avec, pareil, un prestataire. Et là, on est en train d'apprendre à l'outil à détecter. Donc, on l'entraîne. Donc nous, c'est vraiment des sujets qui sont sur ça et on réfléchit à faire cette lutte contre la fraude également sur la partie prévoyance, puisque là je vous parle de la complémentaire santé, on a la partie prévoyance. Et pour nous, en tous les cas, c'est un vrai avantage qu'on peut appeler concurrentiel, puisque c'est une prestation qui se vend, en tous les cas qu'on annonce, dont on parle, et qui est aussi rassurante pour nos clients. Catherine, Thierry, vous voulez peut-être compléter ce que Laura vient de dire en réponse ou pas ? Ouais. Je ne suis pas sûre de pouvoir bien compléter parce que j'ai moins cette vision-là. Ce que je sais, c'est que Shift, effectivement, je connais aussi. J'en ai entendu parler auprès de mes amis au contentieux au recouvrement. Je ne pourrais pas vous apporter plus d'éclaircissements là-dessus. Désolée. Pareil. Voilà, il faudra vous satisfaire de la réponse de Laura. Ces sujets sont traités côté métier. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut vous applaudir une dernière fois. Merci beaucoup.